Bonjour amis et amis, bonne santé. Ce soir c'est une bière qui s'appelle la Trois Pistoles, bière québécoise et qui fait 9 degrés. Donc comme vous voyez, on maintient le cap, on n'abandonne pas. Petite séance de sport juste avant, parce qu'il faut quand même s'entretenir. Et puis donc, comme tous les jours, enfin je ne sais pas si je vais faire ça tous les jours, là en ce moment je suis motivé parce que bon, il semblerait que le contexte se prête à quelques bavardages. Mais donc, comme hier, petite causerie et petite lecture. Donc, aujourd'hui, j'aurais peut-être aimé revenir sur l'idée de simultanéité. Donc, l'idée que nous vivons dans un monde où tout est simultané, où les choses vont très vite, on ne parle même pas de l'information, puisque c'est devenu carrément... tout est simultané, on a tout de suite autour de nous, donc, par définition, dans ce contexte de rapidité, de célérité extrême, on a perdu l'habitude d'être lent. On a perdu l'habitude de la lenteur, on a perdu finalement l'habitude de la durée, c'est-à-dire la durée au sens de Bergson, cette chose intérieure qui se dilate et se contracte et qui fait de nous, qui fabrique notre intériorité finalement, cette durée. Ben moi je pense que le moment, encore une fois, hein, le moment est venu finalement de laisser le temps à ceux qui veulent utiliser des chronomètres et essayons de profiter de la durée, de revenir vers une durée qui est donc la manière finalement dont nous vivons le temps, non pas dans le temps, ce qui serait une confusion gravissime aux yeux de Bergson. Mais l'idée finalement fondamentale, c'est de dire, à partir du moment où on est dans un monde où tout va très vite, il faut juste se dire que nous, on veut aller lentement. Lentement, c'est faire les choses lentement, c'est revenir finalement au corps, en fait. Parce que c'est le corps, toujours, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi finalement de vous lire la suite du texte de Nietzsche que j'ai abordé hier, parce que le corps, c'est vraiment ça, à mon avis, qui est le centre de gravité de toute chose, de toute notre existence, parce que c'est le corps qui nous enracine, c'est par le corps que nous sommes au sol, et ça c'est important. Et la lenteur, la durée, ne s'apprécie que dans un rapport au sol, que dans un rapport au corps. Et ça, je pense que c'est très important. Je pense que si on veut désapprendre à être des roadrunners, il faut qu'on revienne vers notre corps, qu'on revienne vers notre respiration, qu'on revienne vers vers tout un ensemble de choses. Donc là, je ne veux pas tomber non plus dans tout ce qui est yoga, etc., que je ne connais pas, mais que je respecte énormément parce que, pour en avoir pratiqué un peu, ça fait vraiment du bien et ça change totalement d'ailleurs la perception qu'on a de son corps, de la durée, etc., etc. Donc c'est des pratiques intéressantes, mais on peut le faire aussi en étant attentif à ce qui se passe autour de soi, à ce qui se passe en soi, à la manière dont on perçoit les choses autour de nous, à la manière dont les choses nous affectent, et à la manière dont notre corps nous donne et nous porte à penser. Parce que ça, il ne faut pas oublier une chose, et ça pour moi c'est une vérité assez claire, je pense que pour Nietzsche ça l'était aussi, et puis c'est ce que disait aussi le texte. Le texte que je vous ai lu hier, c'est qu'un corps malade produit des pensées malades. Ça c'est une idée directrice de Nietzsche. Et un corps sain produit des idées saines. Donc il y a toujours chez Nietzsche ce rapport de la maladie à la santé, le point de vue de la santé sur la maladie, le point de vue de la maladie sur la santé. Tout ça est lié au corps. Donc nos corps sont peut-être en santé, d'une certaine façon, mais ils sont toujours plongés dans l'activité, la célérité, la vitesse. Donc je ne sais pas trop dans quelle mesure, tout en étant en santé, on est tous plus ou moins sportifs, on est tous plus ou moins actifs. Donc tout en étant en santé, on est vraiment en santé dans le sens nietzschéen du terme. Donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui finalement, parce que je me dis tout ce qui nous arrive est lié en plus à une modification de l'état du corps, puisque bien la santé, selon la définition d'un grand médecin, c'est la vie dans le silence des organes. Et aujourd'hui, nous avons affaire à quelque chose qui dérange parce qu'il est susceptible, ce virus est susceptible de sortir le corps de son régime idéal, qui est son silence. Donc, vous voyez, on a quand même une problématique qui est, pour le coup, très, j'allais dire incarnée, mais
qui est très lié au corps, mais ça va beaucoup plus loin que la maladie, ça va toute notre existence en fait, nous sommes notre corps jusqu'au bout de nos pensées. Ça c'est une illusion qu'on a eue, que le rationalisme occidental a eue, et donc qui a été aussi une illusion que le libéralisme, sur lequel le libéralisme a beaucoup surfé, en disant il y a comme des espèces d'entités séparées, qui seraient comme peut-être des idées, qui seraient peut-être indépendantes de la matière, etc. etc. Donc le libéralisme ne s'aventure pas trop dans des thèses métaphysiques, quoique comme je le disais hier, il y a une métaphysique du libéralisme dans le concept de marché. Mais en tout cas, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, je vais boire un petit coup, puis ça va me revenir. Ça m'est revenu immédiatement. En fait, l'idée, c'est de dire, toutes nos pensées sont en fait des émanations, d'une certaine façon, des productions de notre corps. Donc, aujourd'hui, là, qu'on est enfermé, qu'on est confiné, qu'on est dans notre maison et avec notre corps, dans notre corps, prenons le temps de voir comment, à partir de l'état de notre corps, des modifications de cet état, comment, en fait, bien justement, les idées vont et viennent. C'est très intéressant, très spinoziste comme idée, mais... Donc c'est ça, là. L'idée, c'est de dire, il faut fragmenter le flux, il faut couper le flux, il faut décélérer, il faut apprendre à être lent. D'ailleurs, Nietzsche est un auteur qui conseille au lecteur d'apprendre ou de réapprendre à être lent. C'est très très clair, c'est explicite dans plusieurs de ses textes, notamment lui, il a plutôt en vue la lecture qu'on doit faire de lui, on doit le lire lentement pour le digérer lentement, on doit le ruminer, selon la formule qu'il utilise lui-même. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut appliquer à toute notre existence aujourd'hui. Toute notre existence doit devenir une existence, j'ai presque envie de dire, ruminative. Ruminative, je ne sais pas si ça existe, par exemple. Mais c'est pas grave, on s'en fout totalement. Parce qu'alors là... mais donc, oui, c'est ça. Apprenons à ruminer. Apprenons à être des ruminants. Apprenons à être mous. Apprenons aussi, alors ça, c'est, attention, ça, c'est capital. Parce que ça, c'est vraiment la pire chose qui puisse... C'est la chose qui nous aiguillonne tous et qui, à mon avis, est totalement fausse. Apprenons à être inutiles. Inutiles. Parce que les critères d'utilité, enfin moi j'ai travaillé dessus énormément, mais les critères d'utilité, là, être utile à tout prix, là, mais ça, il n'y a rien de plus mauvais, rien de plus délirant que de vouloir être utile tout le temps. Être utile ponctuellement, dans des circonstances particulières, c'est normal, mais la surutilité, le surinvestissement individuel de l'individu dans l'utilité, c'est n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut tout désapprendre. Il faut tout désapprendre. Il faut apprendre à devenir inutile. Il faut apprendre à devenir lent. Il faut apprendre à devenir feignant. Il faut apprendre à se dire, mais j'ai pas envie de me lever pour travailler le matin pour un patron qui me fait chier. Et que ça, se dire que c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arriver à tout se dire... tout déconstruire finalement, parce que nous, on nous a mis des catégories dans la tronche depuis qu'on est jeune, je veux dire, puis aujourd'hui, les jeunes, pour ceux que j'ai vus, pour ceux que j'ai eu en cours, etc., mon Dieu, mais on les gave de conneries finies, d'aller leur raconter que le but de la vie, c'est de trouver un job et de rester accroché à ce job, même si tu te fais, comme qui dirait, malmener par ton patron, par tes collègues et tout, mais ça, on n'en a rien à foutre. Tout ça, là, c'est du n'importe quoi. Tout ça, il faut arrêter. C'est le moment d'arrêter. C'est le moment vraiment. Moi, j'ai des propositions que je vous ferai demain, là, parce que j'ai un ami Facebook là, qui a fait passer un petit texte avec des propositions concrètes de remise à niveau, de remise à plat, qui sont excellentes, qui peuvent être complétées. Je vous les lirai demain, je trouve ça vraiment bon. Parce que c'est ça, aujourd'hui on est là, et puis d'un coup on se remet à accélérer, donc on arrête, et puis on réaccélère, on redevient comme des espèces de jobards. Hein. Moi, je pense pas. Hein. Moi, personnellement, moi, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer dans ma vie. Bon, c'est sûr qu'en étant papa, ça va changer nécessairement, mais il y aura de toute façon des conséquences à ce passage par justement la maladie, par la pandémie et tout ça. J'en ferai quelque chose pour moi, une expérience personnelle qui va alimenter ma réflexion, sérieusement. Et j'aimerais que ce soit, qu'on soit tous dans ce cas-là, qu'on alimente nos réflexions et qu'on les échange, qu'on les partage aussi. Mais c'est vraiment, moi je pense que il faut revenir à la durée, comme je disais au début. Il faut revenir à la durée, c'est-à-dire qu'il faut revenir à l'intériorisation du devenir, d'une certaine manière. La durée, c'est ça, c'est l'intériorisation et comment dire, j'ai presque envie de dire, la structuration du devenir interne, de notre devenir interne. J'utilise pas le terme de temps, parce que le temps, dans ce contexte-là, notamment dans le contexte de Bergson, c'est quelque chose qui est susceptible d'être nombré, d'être mesuré. Donc en fait, la thèse de Bergson, c'est de dire que si le temps est susceptible d'être mesuré et nombré,
Le temps, c'est de l'espace. Mais justement, moi, quand je parle de durée, donc en empruntant ce terme à Bergson, je parle d'un autre espace qui est l'espace intérieur qu'on a aussi totalement bousillé. Parce que le libéralisme, ce qu'il veut, c'est raboter tout. Tout mettre à niveau. Il faut que tout le monde soit pareil. Il faut qu'on soit tous des moutons, qu'on regarde tous dans le même sens et qu'on soit justement que cette intensité intérieure soit la moins puissante possible. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que fait le libéralisme, c'est ce qu'a fait bien entendu le nazisme, c'est ce que faisaient les communistes, enfin le communisme, c'est ce qu'a fait le fascisme mussolinien. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je veux dire, il suffit de voir comment, de toute façon, à chaque niveau politique, le but est de transformer les gens, finalement, la diversité en masse. On essaye de faire de la masse. Voilà. Bon. Puis ça, c'est très grave, je veux dire. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre avec le libéralisme et de paradoxal, c'est qu'on essaye de créer une masse anonyme, mais en utilisant des outils d'individuation et de surindividuation, notamment de surindividuation technologique. Ça, il faudra y revenir, parce que là, il y a la technologie aussi. La technologie, à un moment donné, il va falloir se dire, il faut revenir en arrière. Alors ça, je sais que ça fait bondir tout le monde de dire la technologie, mon Dieu, mais ça, ces grandes avancées, ouais, ces grandes avancées, oui, c'est certain que dans le domaine notamment médical, on est bien content de ne plus être autant d'Ambroise Paré, Paré qu'il était bon, ou de Sinoé l'Égyptien. Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, les progrès se payent on paye les progrès avec ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, une planète bousillée, je veux dire, voilà, on ne peut pas rester des bousilleurs. Mais donc, l'idée, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'intensifier en soi le sentiment de durée, de manière à devenir lent. Parce que quand on prend le temps de regarder comment la durée se développe en nous, ben on devient lent, par définition. On devient, dans cette durée-là, on s'observe. Ça ne veut pas dire une contemplation à la Descartes, où je regarde mes idées dans ma tête, et puis je me dis, oulala, il y en a une qui est plus importante que les autres, donc Dieu doit être là. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus existentiel. C'est ce qu'on perçoit, la manière dont on interagit avec les gens. Le ramener à notre durée interne. De toute façon, il ne peut y avoir de durée qu'interne, on s'entend. Voilà, donc c'était mes petites conneries du soir. Puis j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous ennuyez pas trop. Moi, personnellement, comme je disais à un ami aujourd'hui, moi, le confinement ne change rien dans ma vie, puisque moi, je vis confiné depuis 30 ans à peu près, en faisant de la philo tout le temps, et puis en étant tout le temps dans mes bouquins. Moi, c'est pas vrai, je travaille quand même aussi, mais je me suis beaucoup confiné. Donc on va dire que par rapport à des gens que je connais qui sont toujours dehors, qui sont toujours en train d'aller chez les uns, chez les autres, etc., moi personnellement, c'est pas du tout mon mode de vie, donc je suis moins embarrassé par la chose, quoi. Donc le texte que je vais vous lire, ça va être en fait le texte qui suit, donc on est toujours dans le Zarathustra, c'est le texte qui suit celui que je vous ai lu hier. Donc celui-là, il s'appelle Des contempteurs du corps, et puis vous allez voir que c'est vraiment le texte qu'il faut le lire. En fait, j'aurais dû vous lire les deux en même temps, mais ça aurait fait un peu long, parce que c'est un texte qui est totalement... qui explique finalement et qui approfondit la dimension qu'on a élaborée hier, la dimension projective. Donc en allemand, c'est Vor den Verstern des Leibes, parce que j'ai toujours à côté de moi l'édition critique, parce que Nietzsche, ça se lit quand même beaucoup mieux en allemand qu'en français. Enfin, ça se lit beaucoup mieux en français, c'est sûr et certain. Quand les traductions sont comme celles de Goldschmidt, superbes, mais quand elles sont pourries, comme beaucoup de traductions, y compris dans la Pléiade, on le lit en allemand, on essaye. Donc, des contempteurs du corps. Je veux dire leur fait aux contempteurs du corps. Ce qu'ils doivent, à mon sens, ce n'est ni changer leur façon d'apprendre, ni d'enseigner. Ce qu'ils doivent, c'est dire adieu à leur corps. Et donc devenir muets. Je suis corps et âme. Voilà ce que dit l'enfant. Et pourquoi ne devrions-nous pas parler comme des enfants? Comme les enfants. Mais celui qui est éveillé, celui qui sait, dit « Je suis corps de part en part, et rien hors cela. Et l'âme, ce n'est qu'un mot pour quelque chose qui appartient au corps. Le corps est raison, une grande raison, une multiplicité qui a un seul sens, une guerre et une paix, un troupeau et un berger. Ta petite raison, elle aussi, mon frère, que tu appelles esprit, est un outil de ton corps, un petit outil, un petit jouet de ta grande raison.
Moi, dis-tu, et tu es fier de ce mot. Mais ce qui est bien plus grand, en quoi tu ne veux pas croire, ton corps est sa grande raison, il ne dit pas moi, mais il le fait. Ce que le sens perçoit, ce que l'esprit reconnaît, n'a jamais de fin en soi. Mais le sens et l'esprit aimeraient se convaincre qu'ils sont la fin de toute chose, telle est leur fatuité. Sens et esprit ne sont qu'outils et jouets. Derrière eux, il y a encore le soi. Le soi cherche aussi avec les yeux des sens. Il écoute aussi avec les oreilles de l'esprit. Toujours, le soi écoute et cherche. Il compare, soumet, conquiert, détruit. Il règne, et il est aussi le maître qui règne sur l'esprit. Derrière tes pensées et tes sentiments, mon frère, se tient un maître impérieux, un sage inconnu. Il s'appelle Soi. Il habite ton corps. Il est ton corps. Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. Et qui donc sait pourquoi ton corps a justement besoin de la meilleure sagesse? Ton soi rit de ton moi et de ses bons pleins de fierté. Que sont donc pour moi ces bons et ces envolées de l'esprit, se dit-il, un détour sur le chemin qui va vers mon but. Je tiens le moi en lisière, et c'est moi qui lui souffle ses idées. Le soi, dit au moi, souffre maintenant. Et il souffre et réfléchit pour savoir comment il pourrait ne plus souffrir. Et c'est à cette fin, justement, qu'il doit penser. Le soi, dit au moi, éprouve du plaisir maintenant, et il se réjouit et réfléchit pour savoir comment il pourra encore souvent se réjouir. Et c'est à cette fin, justement, qu'il doit penser. Aux contempteurs du corps, je veux leur dire leur fait. Leur mépris fait leur estime. Qu'est-ce donc qui fit l'estime? Le mépris et la valeur et la volonté. C'est le soi créateur qui s'est créé, estime et mépris. C'est lui qui s'est créé l'esprit comme une main de sa volonté. Dans votre folie et votre mépris, vous, les contempteurs du corps, vous servez encore votre soi. Je vous le dis, votre soi veut mourir et se détourne de la vie. Il ne peut plus faire ce qu'il aimerait le mieux, créer par-delà lui-même. C'est ce qu'il veut le plus, c'est cela toute sa ferveur. Mais il est maintenant trop tard pour cela. Aussi votre soi veut-il son déclin, vous autres contempteurs du corps. C'est son déclin que veut votre soi, et c'est pourquoi vous êtes devenus les contempteurs du corps. Car vous n'êtes plus aptes à créer par-delà vous-même. Et c'est pourquoi maintenant vous êtes irrités contre la terre et la vie. Il y a une envie inconsciente dans le regard oblique de votre mépris. Je ne suis pas votre route, contempteur du corps. Pour moi, vous n'êtes pas des points vers le surhumain. Vous n'êtes pas des ponts vers le surhumain, excusez-moi. Ainsi parlait Zarathustra. Vous n'êtes pas des ponts vers le surhumain, excusez. La bière commence à faire son effet. Donc voilà, c'est ça, l'idée c'est de revenir au corps. Je ne vais pas dire comme principe, parce que c'est un concept que Nietzsche a critiqué énormément, mais c'est de revenir au corps comme le centre du sens, le centre des perspectives, le centre des interprétations, le centre de l'activité, le centre de notre idiosyncrasie avec le monde. C'est l'endroit où se passe la chose. Voilà. Donc écoutez, j'ai encore parlé presque 20 minutes. J'avoue que je n'aurais jamais pensé être un bavard, un homo loquax, comme disait Bergson aussi. Je pense que c'est dans la pensée et le mouvant. Donc je ne pensais pas que j'étais aussi bavard. Je suis une vraie pie, hein. C'est horrible. Voilà, bah écoutez, bonne soirée. Et puis j'espère que vous vous ennuyez pas trop et que tout ira bien pour vous.